Et si je vous disais que le film Captain America Civil War que vous avez vu n'est en fait qu'une version très polie d'une véritable guerre d'extermination dans les comics. Bienvenue dans ce nouveau concept qui va vous présenter les similitudes et surtout pourquoi le film a changé des comics. J'espère que ça vous plaira. Mai 2016, Marvel sort au cinéma Captain America Civil War. 12 héros qui se tapent dessus sur le tarmac d'un aéroport désert pour le grand public. C'est le sommet absolu du divertissement et du déchirement héroïque. Mais si vous avez lu le comics sorti en 2006 de Mark Millar et Steve McNiven, vous savez que le film n'a rien à voir avec ce qui est écrit là-dedans. Dans les pages de Marvel, la guerre civile ne fait pas de cadeaux. Elle brise des vies, enferme des super-héros dans des dimensions carcérales et se termine dans un bain de sang. Mais alors, comment le cinéma a-t-il pu adapter un monument aussi massif? Et pourquoi les scénaristes ont dû changer l'œuvre originale sur certains points? Et en quoi ces changements ont rendu le film paradoxalement plus déchirant? Dans les deux versions, le point de départ est identique. Un accident impliquant des super-héros pousse l'opinion publique à réclamer un contrôle sur les surhumains. Mais la nature de cet accident va tout changer. Dans le comics, la tragédie est pathétique. On va suivre les New Warriors, une bande de jeunes super-héros amateurs qui vont filmer leurs exploits pour la télé-réalité. En quête d'audience, ils vont s'attaquer à des vilains dans la petite ville de Stamford, mais qui vont être beaucoup trop forts pour eux. Le vilain Nitro va alors utiliser ses pouvoirs pour faire exploser la ville. Résultat, une école entière est pulvérisée, plus de 600 morts dont une majorité d'enfants. L'Amérique est alors sous le choc. Le film, lui, fait le choix de la continuité. Pas de télé-réalité et pas de Stamford non plus. À la place, les Avengers que tout le monde connaît. Et ces mêmes Avengers vont échouer en faisant exploser une bombe à Lagos sur un bâtiment, tuant ainsi des humanitaires du Wakanda. Alors pourquoi avoir balayé les New Warriors du comics et avoir mis les Avengers à la place? Déjà, pour une question d'économie de temps. Introduire une nouvelle équipe juste pour la faire exploser 2 minutes plus tard, au cinéma, ça ne marche pas. Alors qu'en impliquant directement Wanda, qu'on a découvert dans Avengers l'ère d'Ultron, et les Avengers, le film crée une culpabilité immédiate et interne. Ce ne sont pas des parfaits inconnus qui ont fauté, au contraire, c'est nos héros, que l'on connaît depuis toujours, qui ont fait la faute. Le poids de la tragédie repose sur leurs épaules, créant ainsi une fracture au sein de leur équipe. Qui dit drame national, dit réaction politique. Et c'est là que le cœur idéologique de Civil War bat le plus fort. Mais ici encore, la nature de la loi change la donne. Dans le comics, le gouvernement vote la loi SRA, Superhuman Registration Act. Le deal est alors simple. Si tu as des pouvoirs, tu dois dévoiler ton identité au gouvernement, suivre un entraînement fédéral et devenir un fonctionnaire payé par l'État. Si tu refuses, tu deviens alors un hors-la-loi et tu peux directement aller en prison. Dans le MCU, on parle des accords de Sokovie, un texte ratifié par 117 pays qui place les Avengers sous la tutelle d'un comité international de l'ONU. Et c'est ce comité qui décide alors si oui ou non les Avengers peuvent intervenir lors d'une crise. Le changement ici est purement logique. Dans le MCU, depuis que Tony Stark a crié « Je suis Iron Man » à la fin de son tout premier film, les identités secrètes n'existent quasiment pas. Black Widow, Captain America, Thor, tout le monde opère à visage découvert. Faire un film basé sur la peur de dévoiler son nom de famille n'aurait alors aucun sens. Les scénaristes ont donc transformé un débat sur l'anonymat et les libertés civiles américaines en un débat beaucoup plus moderne et mondial. C'est celui de la souveraineté géopolitique et de l'ingérence. La question se pose alors, les Avengers sont-ils une milice privée dangereuse ou bien une force de secours nécessaire? Parlons maintenant des leaders. Tony Stark pour la régulation, Steve Rogers contre. Si leurs positions philosophiques se ressemblent, leurs actes et leurs motivations profondes divergent drastiquement entre le papier et l'écran. Dans le comics, Tony Stark est plutôt considéré comme le méchant de l'histoire. Consumé par une logique politique froide, il franchit toutes les lignes rouges. Il crée une prison haute sécurité dans la zone négative où il va enfermer tous ses anciens amis sans procès. Pire encore, il va recruter des super vilains psychopathes comme Bullseye ou le Bouffon Vert pour traquer Captain America. Steve, lui, de son côté, est le gardien pur et dur de la Constitution américaine et des libertés individuelles. Le film humanise tout le monde. Tony Stark n'est pas un politicien froid, mais est un homme brisé. Il est hanté par ses erreurs passées, séparé de Pepper et traumatisé par sa rencontre avec une mère d'une victime de Sokovie. Il décide donc de signer les accords de Sokovie pour éviter aux Avengers une dissolution forcée. Et Captain America,
S'il refuse de signer, ce n'est pas juste par idéologie par rapport à l'ONU. C'est parce qu'au même moment, son ami d'enfance Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, est accusé d'un attentat. Et Steve refuse de confier le destin de son frère d'armes à des politiciens qui veulent l'abattre. Au cinéma, vous ne pouvez pas avoir un Tony Stark qui se comporte comme un dictateur fasciste. Sinon, le public se désolidarise et le film devient alors une sorte de jugement. Le MCU a donc eu l'intelligence de rendre les deux camps parfaitement défendables. Mais surtout, remplacer un débat de droit constitutionnel un peu abstrait par une quête viscérale pour sauver un ami d'enfance, c'est du pur storytelling hollywoodien. Ça permet ainsi d'ajouter de l'émotion là où il n'y avait que de la politique. Et c'est ce qui nous amène à la conclusion et à l'échelle de cette guerre. Le comic Civil War est une guerre totale. Des dizaines et des dizaines de héros s'affrontent en plein New York, causant des dégâts monstrueux. C'est violent, c'est massif, et la fin est purement politique. Captain America se rend alors compte qu'il détruit la ville et surtout qu'il effraie les civils qu'il avait juré de protéger. Il baisse les armes, se rend aux autorités et sera peu après assassiné sur les marches d'un tribunal. Le film, pour des raisons évidentes de budget et de personnages à l'époque, réduit l'échelle. On passe d'une guerre nationale à un affrontement à 12 dans un aéroport. Un combat mémorable mais qui ressemble presque à un entraînement de luxe où personne ne veut se tuer. Le vrai climax du film, il est ailleurs. Il est plutôt intime. C'est ce huis clos étouffant dans une base sibérienne abandonnée. Grâce aux manipulations du baron Zemo, Tony Stark découvre une vidéo. On y voit Bucky Barnes, sous l'emprise d'un lavage de cerveau de l'Hydra, assassiner de sang-froid Howard et Maria Stark. Et le pire dans tout ça, c'est que Steve, lui, il le savait. À ce moment précis, la Civil War politique s'éteint. Les lois, les accords, l'ONU, on s'en fout. On assiste à une vendetta personnelle. Un combat à mort sauvage et déchirant entre trois hommes brisés. Et c'est probablement le changement le plus brillant du film. Là où le comic s'arrête sur une prise de conscience politique un peu abrupte, le film se termine sur une tragédie familiale. Le grand méchant Zemo gagne sans donner un seul coup de poing. Il a brisé les Avengers de l'intérieur en utilisant leurs propres secrets et leurs propres traumatismes. Alors, verdict, le film a-t-il trahi le comics ? La réponse est oui. Sur presque tout. Mais c'était une trahison nécessaire. Le support papier permet des guerres à grande échelle sur plusieurs mois. Tandis qu'un film de 2h30 a besoin d'une trajectoire émotionnelle claire et d'un impact sur le spectateur. En transformant une guerre civile politique en un drame intime et familial, le MCU a livré une de ses œuvres les plus mûres et les plus réussies. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt team comics ou team film ? Est-ce que vous êtes du côté de Iron Man ou de Captain America ? J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à activer la cloche, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi également dans les commentaires si ce format vous a plu et quel comics vous aimeriez que je parle la prochaine fois, qui a été adapté en film, bien sûr. Comme d'habitude, moi je vous dis portez-vous bien, appréciez vos lectures et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!